Chers amis, bonjour. Bienvenue à ce nouveau numéro spécial de Délit d'opinion. Aujourd'hui, je suis accompagné de Madame Claudia Perrault, qui est à Buenos Aires. On va parler du phénomène Milei. Sans plus attendre, je mets le générique. Claudia Perrault, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à vous. Donc, vous êtes journaliste pour InfoBay, le site d'actualité hispanophone le plus consulté dans l'Ibérosphère, comme vous dites, chez vous. Vous êtes à Buenos Aires, vous êtes également titulaire d'une maîtrise en histoire. Vous avez remporté le prestigieux prix de journalisme Santa Clara de Assis en Argentine. Et aujourd'hui, on va parler du phénomène Milei qui intrigue en fait le public occidental. On rappelle à nos auditeurs que M. Milei a remporté les primaires qui ont eu lieu dimanche dernier, le 13 août. M. Milei est décrit comme un libertarien, comme une sorte de Bolsonaro argentin, comme une sorte de Boris Johnson argentin. Donc, on va essayer de démystifier aujourd'hui tout ça avec vous. Donc, Madame Claudia Perrault, premièrement, le phénomène Milei, si vous pouviez le décrire en quelques mots, en résumé, qu'est-ce que ce serait? Je crois qu'en premier lieu, il faut dire que c'est une conséquence d'une crise politique de longue durée qui a fait en quelque sorte éclater le système des partis politiques en Argentine et aussi d'une assez longue crise sociale et économique. En Argentine, en ce moment, 40% de la population est au-dessus du seuil de pauvreté. Il y a une grande partie de la population qui vit de subventions de l'État, c'est-à-dire de assurance chômage, etc. Et en même temps, on a une importante dette extérieure, une importante dette avec le Fonds monétaire international qui ne finit pas de se résoudre, et une inflation de 100%, plus de 100% annuelle, c'est-à-dire tous les mois à peu près 5, 6, 7% d'inflation. Donc on vit dans une constante remarcation des prix, etc. Bon, c'est un climat très, instable. Ouais, ça, on parle de désenchantement, de l'inflation. Bon, ça revient toujours, du moins dans les médias occidentaux. Donc, pour vous, Javier Milei répond à cette espèce de désenchantement, effectivement, de l'électorat, à cette frustration populaire. Essentiellement, oui, mais il y a aussi, c'est-à-dire, il y a aussi la vision. Il a eu l'intelligence de centrer son discours contre ce qu'il appelle la casta, c'est-à-dire la caste politique, l'élite politique. Et ça, les gens le voient tout le temps. C'est-à-dire, on a eu, par exemple, en 10 années, un accroissement du nombre de fonctionnaires publics de 26%. En 10 ans, avec une croissance de la population de 9%. Donc, les gens voient qu'il y a tout un secteur de privilégiés qui vivent de leurs impôts et qui ne leur rassurent pas, ne leur rendent pas un service en échange. C'est-à-dire, on a une grande insécurité, il y a une violence délictive impressionnante. Peu de jours avant les primaires, 3 ou 4 jours avant les primaires, une petite fille de 11 ans s'est fait tuer par deux délinquants en moto pour lui voler le sac à dos. Ils l'ont tellement frappée qu'elle en est morte. Dans quelle région? Dans la région de Buenos Aires? Oui, oui. C'est-à-dire dans ce qu'on appelle le Grand Buenos Aires, c'est-à-dire la banlieue. Comment dire? Elle allait à l'école. C'est une fille qui allait, en allant à l'école, elle s'est fait tuer pour deux gars qui voulaient lui voler le sac à dos. Bon, ça, c'est un scandale. Bon. Donc, l'État n'assure pas la sécurité, l'éducation publique est en crise, une crise terrible, la santé, etc. Donc, les gens sentent qu'ils se font escroquer, on dit, ils se font voler par un État
qui en plus donne des privilèges à un secteur. Alors ça, Milei a su très bien l'exploiter et, et en même temps, les autres politiciens, si vous voulez, ont fait la campagne pour lui parce que tout le temps, ils ont continué à faire des choses que les gens voyaient comme étrangères à leurs problèmes. Mais, par exemple, C'est une déconnexion, on sent une déconnexion chez les opposants de Javier Milei. il y a Déconnexion aussi, face aux problèmes sociaux que oui, connaissent les gens. Là. il y a aussi un aspect culturel qui me semble très important à souligner. C'est-à-dire, ce dernier gouvernement, les 4 ans qui vont finir de Alberto Fernandez, moi je dis que c'est comme les papes qui ont une devise sur leur, par exemple, pour signer le ton de leur pontificat. Bon, Alberto Fernandez, sa devise à lui, ça devait être: je ne gouverne pas, mais je fais tout avec la perspective du genre. Parce que tout ce qu'il a fait, c'est de donner comment dire, des gages à des minorités sexuelles, OK. La, soi-disant aux femmes qui en Argentine sont déjà en pouvoir. La femme en Argentine est libérée depuis de quarantaine, cinquantaine d'années. Et lui, il parle tout le temps de ça, tout le temps. donc, L'avortement. le président actuel parle toujours de genre, de Oui, transgenre. Il fait la oui, oui, promotion oui. de l'idéologie du genre. Voilà, Donc, il a en donné, par exemple, Argentine, voilà, le document non binaire, comment dire, tout le temps la distribution on dit, de moyens de contraception, l'éducation sexuelle intégrale, soi-disant, qui en fait c'est comment dire, endoctriner les enfants dans la théorie du genre, etc. Et tout ça, Milei, il l'a, comment dire, il a questionné, il a critiqué profondément. OK. Très intéressant, mais est-ce que nous, à Libra-Média, on est naturellement critique de l'idéologie du genre? D'ailleurs, moi, ça m'a toujours frappé comme intellectuel, comme journaliste, de voir que une idéologie, en fait, qui est d'abord occidentale, celle du genre, Mmh. avait été importée avec autant de facilité en Amérique latine, alors que la blague que je fais toujours, c'est pas une blague, en fait, c'est au Mexique, par exemple, avant d'avoir des toilettes neutres de genre dans les écoles, ils vont commencer par avoir des toilettes. Donc, c'est la première étape. Donc, il y a une déconnexion absolument phénoménale de la gauche, de cette gauche wokisée. Gabriel Boric Oui, également au Chili. oui, Un peu Gustavo Petro en Colombie fait un peu dans ce genre-là. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais oui, bref. tout Donc, à fait. mais Milei, lui, bon, saisit un peu cette occasion, cette déconnexion des élites argentines. Mais est-ce que être libertarien, entre guillemets, on va se demander après, est-ce que Milei est Mmh. vraiment libertarien? Et puis, qu'est-ce que ça veut dire être libertarien? Mais est-ce que c'est compatible? Est-ce qu'on peut être libertarien et s'opposer aux gens? Parce que certains libéraux vont vous dire que non, si vous êtes pour la liberté, ben vous êtes pour la liberté sexuelle, vous êtes pour le changement Oui, de sexe, etc. Donc, est-ce que c'est un conservateur ou c'est un libertarien, finalement, la question? non, je crois il est pas contre la liberté d'orientation sexuelle, qui est une chose différente à l'imposition, parce qu'à l'imposition, comment dire, d'une doctrine queer, je crois que ça se dit en anglais, qui dit Queer. Ouais. queer, que OK, j'ai compris. que le sexe et le genre n'ont rien à voir avec la biologie. Ça, c'est autre chose. C'est-à-dire, une chose, c'est l'orientation sexuelle, et cette liberté-là, elle existe en Argentine depuis des années. C'est pas ce gouvernement-là qui l'a donné. De même chose que la femme. La femme en Argentine est émancipée depuis très longtemps. Donc, ils inventent un problème qui n'existe pas. Comme ça, ils évitent de résoudre les vrais problèmes. Et ça, les gens l'ont perçu. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'on a à voir avec des 5 ou 6 qui veulent ne pas avoir le sexe inscrit sur la carte d'identité? C'est vraiment comment dire, une demande d'une minorité dans la minorité. C'est une Donc, construction d'abord. C'est comme vous dites, c'est un c'est, problème qui est voilà, inventé. voilà, Qui c'est est ça. incroyablement déconnecté de la réalité populaire latino-américaine en général. Là, vous dites qu'il y a 100% d'inflation en Argentine. Vous qui êtes à Buenos Aires, sur le 120, terrain, on est déjà à 120 quelques. Oui. Cette bon, vous, semaine, par exemple, il y a des, comment dire, des commerçants qui ne vendent pas, parce qu'ils n'ont pas les prix encore. Donc, ou bien ils mettent carrément parce qu'ils n'ont pas le temps de remarquer les prix. Alors ils mettent un panneau
devant en disant sur les prix marqués, vous faites un 20% de plus, par exemple. Vous comprenez? On vit comme ça en ce moment. Donc, c'est vraiment, on est au bord de l'abîme, là, au bord d'une Mais comment crise. vous sentez la population locale comme journaliste préoccupée? Bien évidemment, la victoire de Milei aux primaires témoigne de cette colère. Mais sur le terrain, vous sentez quand même les gens très inquiets au quotidien là, pour payer leur loyer, par exemple, la nourriture, les Tout à fait. familles. Tout à fait. On n'arrive pas, par exemple, la personne qui veut en ce moment louer un appartement. C'est presque impossible parce que les propriétaires, ils veulent pas, ou bien ils veulent se faire payer en dollars. Donc, ça, c'est une autre chose sur laquelle Oui, oui, oui. Milei a foncé, c'est qu'il propose que l'Argentine change sa monnaie pour le dollar. Moi, personnellement, je trouve ça assez problématique. Mais pour les gens entendent ça. Ça fait des années qu'ils sont dans l'instabilité et ils se disent bon bah ça va, c'est un peu magique si vous voulez, ça va résoudre le problème. Donc c'est la deuxième, si vous voulez, deuxième axe sur lequel il a beaucoup insisté et il insiste encore. Il dit qu'il va le faire, on verra si c'est possible. Ouais, Mais c'est un thème très bon, délicat, ça, évidemment, les États-Unis en Amérique latine. Parce que là, on comprend que Milei, du moins, il n'est pas encore président, peut-être qu'il ne le sera pas. Là, on est encore dans l'hypothèse, on le rappelle aux gens. Là, Milei a gagné oui, les oui, primaires. Il n'est pas président de l'Argentine non, actuellement. non. Euh, mais il va quand même en contre-courant du retour de la gauche en Amérique latine de manière assez générale, généralisée, c'est-à-dire quand même AMLO, Andrés Manuel López Obrador Oui. au Mexique, Gustavo Petro en Colombie, Gabriel Boric au Chili, j'en oublie certainement. Il y avait Castillo au Pérou qui a été éjecté. Là, Mhm. c'est un peu différent, mais Castillo qui était quand même la gauche populiste, paysanne. Euh, Comment il est perçu, Milei, là, en Amérique latine en général? J'imagine les gens paniquent quand c'est le retour de la droite, c'est le Oui, les gens, Bolsonaro oui, argentin. oui, oui, bien sûr. Mais en ce moment, si vous voulez, la panique, c'est surtout parce que nous, on a tout ce que vous décrivez, ça s'est passé en Argentine avant. C'est-à-dire parce que ici, le kirchnerisme, c'est-à-dire l'aile gauche, si vous voulez, du péronisme, est revenu au pouvoir en 19. Donc là, on est à la fin de cette gestion 2019. qui a été catastrophique sur tous les points de vue. Catastrophique. Donc, les gens sont déjà de retour, si vous voulez, de cette expérience. Alors, si vous voulez, en ce moment, la panique, c'est surtout parmi les fonctionnaires, parmi tous les gens qui sont entrés à l'État de la main d'Alberto Fernandez et tous les ministères. Il a 15 ministères. Bon, une autre chose, voilà. Milei dit, moi, avec 5, ça me suffit. Et il veut réduire dans un seul ministère du capital humain. Il veut mettre là-dedans le ministère de la Santé, le ministère de l'Action publique sociale, d'assistance sociale, éducation, sciences, et je me souviens plus, il y en a un cinquième. Donc, il veut réduire l'État, il veut le réduire. Les gens voient ça avec sympathie parce qu'ils se disent, l'État est plein de gens inutiles qui n'ont rien à faire là-dedans et c'est nous qui les soutenons. Donc, cette proposition de réduire l'État, elle est, pour les gens, c'est de la bonne musique, si vous voulez. Ouais, puis d'ailleurs, au Québec, je pense que beaucoup de gens seraient favorables à ce genre de programme. Je pense que peut-être ça nous prend un Milei au Québec. Mm -hmm. Les auditeurs vont sourire. Donc, Par la caste exemple, dont il parle toujours, la casta, évidemment, oui, cette fameuse caste qui répète là, dans son discours de victoire dimanche, oui. c'est les fonctionnaires, en gros. Est-ce que les fonctionnaires, donc, eux, vous dites, ils Les paniquent un peu? fonctionnaires, c'est les députés qui ne vont pas travailler, par exemple, les députés qui font, je sais pas moi, 25 sessions dans l'année, par exemple, les gens, bon, cette image, des fois, c'est pas tellement vrai, hein, parce que Oui, j'imagine. derrière une session, il y a un travail au préalable, n'est-ce pas? Il y a les commissions, il y a tout ça. Mais les gens ont l'idée que les députés ne travaillent pas, les sénateurs non plus. Donc tout ça, et puis ils ont des privilèges. Hein. Par exemple, la vice-présidente actuelle, qui est Christina Kirchner, qui a été présidente, elle touche deux pensions, celle de son mari mort et la propre. Et ça fait un montant énorme. Alors les gens le savent. Et ça, c'est très. Il y a eu même un procès pour lui faire, pour qu'elle renonce à une des deux. Parce que franchement, bon, elle a Elle a été refusé. victime Elle, elle, d'une tentative elle a refusé. d'assassinat. Alors, hein?
Il y a quelques mois, elle était victime d'une tentative d'assassinat Oui, oui, à oui, Buenos Aires, encore une fois. oui, c'est Euh, un épisode qui n'est pas encore, comment dire, tout à fait éclairci. non, effectivement, c'est ça. C'était Étrange, très louche, un peu là. étrange, mais oui, c'est vrai. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses que les politiciens auraient pu faire et qui sont des gestes. Parce que si vous voulez, par exemple, en pleine pandémie, les gens enfermés, les gens ne pouvaient pas travailler, les députés ont discuté s'ils baissaient ou pas leurs revenus, non? Et ils ont dit non, non, c'est pas la peine parce que ça change rien. Bon, bah, ça change rien, mais ça change beaucoup. Parce que c'est un symbole, c'est un geste. Et ils auraient dû le faire. Ils n'ont même pas eu l'intelligence, l'intelligence de faire ça, du moins provisoirement, de dire, bon, pendant cette année, on va donner le 30%, 40% de nos revenus pour les banques. Milei, qu'est-ce qu'il a fait? Milei, il a été élu député en 21. Non? Et il a dit, je vais tirer au sort comment dire, mon revenu comme député. Et il l'a fait. Tous les mois, il tire au sort, parmi les gens qui s'inscrivent, hein, il donne son argent à la personne qui gagne. Bon, bon, tout le monde l'a critiqué, etc. Mais, comment dire, pour les choses, ils disent, bon, bah, il l'a dit, il l'a fait. Il touche pas je ne sais pas comment on dit, ici on dit dieta, pour ce que touchent les députés. Bon. Alors que les autres, ils n'ont même pas été capables de réduire ses revenus à 20%, juste pour dire on est solidaire avec Oui, des oui, gens oui. qui Mais ne justement, le peuvent pas confinement, travailler. ça, c'est un Hein? thème qui nous intéresse beaucoup à Libromédia, la question de ce que nous, on appelle le sanitarisme, cette nouvelle Oui, idéologie sanitaire, finalement. oui. Comment ça s'est passé le confinement en Argentine rapidement, là, et Bon, et ça a comment été ça un a des... pu préparer peut-être le terrain à Milei, justement? C'est quoi le lien, là? Oui, parce que je ne sais pas s'il y a un lien tellement direct, mais ça a été parce que c'était tout au début du gouvernement. Mais on a eu un des confinements le plus long, presque une année. On a passé, les mômes ne sont pas allés à l'école pendant un an. Un an. Les parents ont dû sortir dans la rue pour obliger les écoles à rouvrir. Là, il y a eu tout un mouvement important. Mais ça a été une très longue. En fait, ce qu'a fait le président Fernandez, Alberto Fernandez, il a enfermé les gens avant que le virus n'arrive. Pendant 3 mois, il y a eu une quarantaine stricte, mais très stricte. C'est vrai qu'ils ont aidé les entreprises à payer les salaires, ils ont donné des subventions, c'est pas, ils ont fait une aide sociale importante, mais ils ont enfermé les gens pendant 3-4 mois d'une manière très stricte, alors que le virus ne circulait pas encore en Argentine. Et ensuite, lorsque le virus est vraiment arrivé, ils ont ouvert les portes, et alors ça a été, on a eu presque la même quantité de morts que Ben oui, dans parce les que si les autres gens étaient préservés dans des bulles artificielles, donc un peu comme certaines réserves autochtones au Canada donc c'est ça, c'est tout à fait artificiel. Donc les gens sont très, très insatisfaits, ils sont en colère contre le pays. gouvernement. Et la politique de vaccination, est-ce qu'il y a eu un passeport vaccinal en Non, Argentine? oui, oui, on a eu ça. Et en plus, bon, là, il y a eu 2 scandales. Un premier scandale, c'est qu'on a découvert que le gouvernement avait fait vacciner, au-delà des priorités, à des copains. C'est-à-dire, il y avait une sorte, ce qu'on appelait les vaccins VIP, VIP, parce que c'était des gens, des copains, VIP, ouais. le copain du ministre de la Santé, la copine, je ne sais pas quoi. Bon, et ils ont fait vacciner beaucoup de gens en dehors des listes de priorités, en dehors de priorités. Ça, c'est un premier scandale. Deuxième scandale, on a découvert que la première dame, c'est-à-dire la femme de Fernandez, avait fêté son anniversaire en pleine quarantaine avec des amis, une Ah oui, un vingtaine peu comme d'amis Boris Johnson. auxquels voilà, la même chose, auxquels ils avaient donné comment dire, des cartes pour circuler comme prioritaires, comme s'ils étaient prioritaires, travailleurs prioritaires, alors que c'était la coiffeuse de la première dame, les amis, voilà. Ça a été terrible, vraiment, ça a fait un choc énorme. Donc, alors déjà, la quarantaine n'a pas été efficace. En plus, les politiciens, ils sortaient de la quarantaine lorsqu'ils voulaient. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Donc, alors tout ça, c'était un mauvais exemple. Et donc, dans ce contexte-là, le discours de Milei
contre la casta. Et lui, en plus, c'est un outsider, parce que c'est un monsieur qui s'est fait connaître à partir de 2018 à peu près. Il était, en fait, il écrivait il était, comment dire, éditorialiste dans certains journaux. D'ailleurs, à Infobae, il écrivait à Infobae aussi, des tribunes qui étaient très, comment dire, théoriques. C'était des articles d'économie très, très abstraits et théoriques, etc. Mais à un moment donné, il a commencé à aller à la télévision, à des shows politiques, de débats politiques. Et là, il s'est fait remarquer parce que il n'a pas de, comment dire, il n'a pas d'attachement, si vous voulez, au privilège. Il n'y avait pas de passé politique, etc. Et là, il a commencé à dire n'importe quoi parce qu'il a des coups de gueule. Il est tout le temps en colère, comme sont les gens. Ouais, Les c'est gens ça. sont en colère et lui, il est en colère tout le temps. Et il dit les choses d'une manière très directe. Et là, il s'est installé. Et il s'est installé surtout, au début, parmi les jeunes de tous les secteurs sociaux. Parce que, Qui souffrent, qui habitent chez leurs parents, peut-être, qui sont au chômage. non, ben non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Moi, j'ai des collègues qui me disent que leurs membres vont voter Milei, parce qu'ici, ils votent à partir de 16 ans. Ils me disent, mon fils veut voter Milei. Parce que, pourquoi? Il a une image d'un mec, comment dire, il est tout le temps avec ses blousons noirs, il était chanteur de rock, il était gardien Oui, de il but. y a un look de rocker, Et là. il y a deux choses, le football et les Rolling Stones. Il a été gardien de but, il a même joué professionnellement à un moment donné. Bon, après, il était prof à l'université et il a travaillé comme consultant dans le privé. Mais il avait pas de passé politique, donc il disait n'importe quoi. Il a un style comme ça moderne. Et lorsqu'il a commencé sa campagne pour être pour être député, parce que d'ailleurs il est député par la ville de Buenos Aires depuis 2021. Ça fait 2 ans qu'il a gagné la. Et alors, lorsqu'il a commencé, ça a été notoire que les gens allaient le voir. C'est-à-dire, c'est pour la première fois qu'on a vu des meetings spontanés. Parce que le gouvernement, il a une grande capacité de mobilisation, mais c'est une mobilisation structurée. Ils emmènent les gens, c'est les gens qui touchent des allocations, des subventions, les syndicats, etc. Mais lui, il disait, Milei sera à la place, je sais pas quoi, et les gens allaient spontanément. Et ça, il a fait dans tout le pays. Et ça, c'est un phénomène qui marquant. Et je crois que c'était surtout cette désinvolture qu'il a pour dire les choses. Il dit les choses sans, il a l'air authentique, si vous voulez. Ouais, ouais, ouais. Ok, je comprends. Ces chances réelles, selon vous, de l'emporter le 22 octobre prochain, est-ce qu'il y a vraiment une chance ou c'est un peu un emballement médiatique et que là, c'est un peu un avertissement, c'est-à-dire qu'il a récolté 30%, c'est ça, des voix aux primaires. Peut-être ça va un peu effrayer aussi des gens, c'est-à-dire que le phénomène du premier tour, là, par exemple, bon, un parti comme celui de Marine Le Pen en France qui va récolter un certain nombre de voix. Et là, ça Bon, effraie l'électorat et finalement, elle se fait planter au deuxième tour. Est-ce qu'on peut assister à ce genre de phénomène ou il va persister là, dans son élan? bon, c'est c'est difficile à dire, mais c'est pas évident qu'il va pouvoir gagner parce que, en fait, on a eu un résultat, si vous voulez, en 3 tiers. Parce que lui, il a eu plus de 30%, mais la candidate qui le suit, qui est Patricia, c'est-à-dire la force qui continue après, qui est Juntos por el Cambio, qui est une force de centre-droite, si vous voulez, une droite modérée. Et Patricia Bullrich, qui a gagné l'interne, elle a eu 28%, je crois, 28%. Et le troisième force, qui est l'officialisme, c'est-à-dire le kirchnerisme, un peu péronisme, kirchnerisme, 27%. Donc, on est dans un scénario de 3 tiers et on a eu 40% d'abstention qui est très élevé pour l'Argentine parce que comme ici le vote est obligatoire et les gens vont voter en général, c'est très élevé. Il y a eu un 68. Donc, mettons que, parce que bien sûr que 100% des gens ne votent pas, donc mettons qu'il y ait un 15% de gens qui peut-être vont voter au premier tour de l'élection. Et il y a une autre chose à tenir compte. Il y a une chose à tenir compte qui est importante, que le ballottage argentin, c'est un ballottage argentin, c'est-à-dire il a une particularité, c'est que le candidat qui a 45% des voix gagne, c'est-à-dire c'est pas à 50%, c'est à 45%, ou bien 40% avec une distance de 10% avec la force qui vient après. Donc, ce 40%, 30, je vois difficile, parce que je crois pas
bon, que les autres ne vont pas aller au-dessus du 30%. Mais c'est possible que Milei gagne un premier tour avec 45%. Parce que 45%, c'est quand même... il peut y arriver. Mais je crois que s'il y a un deuxième tour, là, c'est plus difficile parce que là, les autres, ils peuvent comment dire, et la peur dont vous parlez, ça peut opérer. Et donc là, peut-être que s'il y a un deuxième tour, et les autres, ils s'unissent contre Milei, peut-être qu'il n'arrivera pas. Mais il y a une chance qu'il gagne un premier tour. Parce que, comme je dis, le ballottage, c'est pas un ballottage comme en France. Donc, c'est pas 50%, c'est 45% qu'il faut avoir pour ne pas aller au deuxième tour. Mais bon, c'est quand même beaucoup. Il faut voir ce qui se passe. Il faut voir pourquoi les gens qui ne sont pas allés voter ne sont pas allés voter. C'est parce qu'ils sont fâchés. Parce que ça, c'est un autre symptôme de la colère, bien sûr. D'abord, c'est des gens qui sont fâchés. Oui, l'abstention électorale, oui. Qui sont déçus et fâchés ou qui ne trouvent pas qui n'ont pas de candidat qui les mobilise. Je ne sais pas si Sergio Massa, qui est le candidat de l'officialisme, et Patricia Bullrich vont arriver à les convaincre d'aller les voter. Ou bien si ces gens-là ne vont pas aller vers la colère et voter aussi Milei. Et puis, c'est vrai que lorsque le triomphe appelle le triomphe, c'est-à-dire que beaucoup de gens qui voient que Milei va bien, ils se disent « Ah bah tiens », parce qu'il y avait aussi assez de scepticisme envers Milei. C'est-à-dire les gens disaient « Bon, bah c'est du bourracha, mais après, les gens ne voteront pas Milei. Ne voteront pas un fou, parce que beaucoup disent qu'il est vraiment fou. » Donc, mais justement, s'il est vraiment fou... alors, mais une fois qu'ils ont vu que 30%, plus de 30% sont allés le voter, ça change un peu, parce que là, on voit que c'est possible qu'il arrive. Donc, je ne sais pas. Et comment vous trouvez, vous qui êtes francophone aussi, vous lisez évidemment la presse internationale en plusieurs langues, comment vous trouvez le portrait que font les grands médias occidentaux de Milei? Est-ce qu'il est caricaturé? Vous dites les gens le pensent fou. Est-ce que le portrait est assez juste ou on est dans un phénomène un peu de trumpisation de Milei, comme qui serait très classique de plusieurs candidats de droite à l'échelle mondiale? Je dois avouer que je n'ai pas lu en détail ce que dit la presse étrangère ces derniers jours. Je n'ai pas vraiment lu. J'ai vu qu'il cherche à comparer parce que, bon, bien sûr que pour comprendre, la comparaison aide à comprendre. Je ne dis pas qu'il y a vraiment des points de contact avec un Trump et avec un Bolsonaro. Mais c'est un phénomène, comme je vous ai dit, assez particulier. Il y a des choses qui sont communes. Je crois qu'il y a une crise des systèmes politiques dans tout Occident. Il y a une crise, il y a une distance surtout de la classe politique par rapport aux gens, aux inquiétudes des gens. Donc, dans ce contexte, c'est naturel que surgissent ces gens, ces leaders qui sont des outsiders. Le populisme, en gros. Alors, Milei, il est assez, c'est un libéral dans le sens économique, assez poussé, du moins dans ce qu'il dit, dans son discours. Il est extrême parfois. Hein. Il dit qu'il va fermer la banque centrale. Je ne sais pas s'il va le faire vraiment, mais il dit puis l'affaire du trafic d'organes, c'est quoi rapidement là, la presse occidentale a rapporté qu'il avait parlé même de libéraliser le trafic d'organes là, ou un truc de oui, ce ça genre. c'est peut-être. Oui, ça c'est vrai qu'il l'a dit et je crois que c'était son. Comment dire une erreur, non? Sa plus grave erreur. Sa plus grave erreur. C'est pas super brillant, parce effectivement. Que les gens, oui, parce que franchement, lui, il dit c'est un marché de plus. Oui, d'accord, mais je veux dire, une personne n'est pas libre. Une personne qui décide de vendre un organe, c'est pas, il le fait pas librement. Parce que mais c'est pour ça qu'un peu comme les mères porteuses, vous voyez, c'est là le glissement dont je parlais tantôt. Quand on est libertarien. C'est plus grave, c'est même plus grave que les mères porteuses. C'est un peu la même chose. Quand on est libertarien, on se dit, le trafic d'organes est un marché de plus, et pourquoi le changement de sexe serait pas une industrie de plus? Parce qu'on sait que le changement de sexe est non seulement une idéologie, mais c'est aussi une industrie capitaliste. C'est un marché. Donc, pourquoi Milei, lui, par exemple, le changement de sexe, pour lui, c'est pas un marché de plus, alors que les pharmaceutiques sont là-dedans, il y a des médecins millionnaires aux États-Unis, on charcute des enfants, les gens font de l'argent avec ça.
Oui, non, c'est vrai que ça a été une erreur et je crois, bon, une folie, il me semble. Je crois que c'est cette, comment dire, des fois, il est tellement du point de vue théorique, tellement libéral, parce il veut être littéral, non? Il dit qu'il est l'école autrichienne, c'est sa référence. Mais en même temps, il est extrême dans ses positions libérales. Alors, je crois que ça lui a fait une, comment dire, ça lui a mal joué, ça. Parce que je crois que c'est pour ça que théoriquement, il dit, bon, bah, c'est un marché de plus, d'accord, mais ça n'existe pas, ça, parce qu'il n'y a pas, la personne qui vend un organe ne le fait pas en liberté. C'est pas en liberté, c'est qu'il est attrapé par une situation sociale critique. Donc, Comme les c'est mères pas, porteuses, c'est ça qui... voilà, et les mères porteuses, c'est la même chose, c'est pas un marché libre. Donc là, je crois qu'il a fait vraiment, Mhm. il n'en a plus parlé, il essaie de ne plus en parler parce que je crois que, et même son entourage, maintenant, en ce moment, économiquement, il s'est entouré des ministres de Carlos Menem. Vous vous rappelez le président argentin des années 90, qui était péroniste, mais qui a fait un gouvernement assez libéral. Il a privatisé la plupart des entreprises publiques. Bon, et il a eu un équilibre, il a cherché l'équilibre fiscal, etc. Et, et Milei dit que c'est son président favori, que ça a été le meilleur président de la démocratie depuis 83. Et en ce moment, par exemple, il va avoir une réunion avec le Fonds monétaire international qu'il a convoqué. Le Fonds monétaire l'a convoqué pour voir ce qu'il pense. Et il va aller à cette réunion accompagné par le dernier ministre de l'économie de Carlos Menem, qui s'appelle Roque Fernandez, encore un Fernandez de plus, et Carlos Rodriguez, qui était son numéro 2. Donc, c'est ces gens-là qui ont commencé à l'entourer et, du point de vue économique. Et ça va lui donner, je pense, une assurance. Parce que le gouvernement de Menem, après tout ce qui s'est passé avec tous ces derniers gouvernements populistes de gauche, etc., commence à être revalorisé. Hein, à la lumière de l'histoire, ça arrive souvent, ça. Les gens commencent à revaloriser les années 90. Et Carlos Menem, qui est déjà mort, qui est mort il y a deux, 3 ans, je ne me souviens plus. Mais son gouvernement commence à être regardé d'une manière différente. Et donc, ses OK. fonctionnaires, ses collaborateurs sont en train de se recycler avec Javier Milei. Et le programme comme tel de Milei économique, pour vous, est-ce qu'il est réaliste? C'est-à-dire, on a une Argentine, est-ce qu'il n'y a pas un risque pour le tissu social? C'est-à-dire, ça reste pas un pays riche par rapport aux pays occidentaux. Est-ce que l'Argentine peut se permettre de couper dans le secteur public à ce point-là? Je pense aux hôpitaux, à l'éducation. Je ne sais pas s'il a touché ces questions-là. Mais est-ce que c'est réaliste selon vous, là, qui est journaliste, qui est auteur, etc.? Je, Votre vision, là. c'est, comment dire, c'est un peu, Est-ce que c'est risqué c'est dans le pas fond? très réaliste, c'est pas très réaliste parce que Bon. l'Argentine, elle a une tradition très grande de politique sociale, elle a des syndicats très forts et les gens sont habitués à réclamer à l'État, à exiger des choses. Donc, je crois pas que ce soit très réaliste. De toute façon, je crois que l'État a besoin d'une réforme. Je crois on a trop de ministères et c'est pas nécessaire. On n'en avait pas tellement. On en a eu moins. Historiquement, on avait 7, 8 ministères. Non, là, on a dédoublé parce que comme si le fait d'avoir un ministère, par exemple, culture, c'était pas un ministère, c'était une direction, c'était dans un autre ministère. Et là, ils ont séparé, ils ont séparé culture, sciences, etc. Et ça ne revient pas en bienfait pour la société. C'est pas que parce qu'on a un ministère de la science, on a plus de science. Donc, d'un point de vue, ce que dit Milei est assez raisonnable. Et ça agrandit la quantité de fonctionnaires à un niveau vraiment ce qui est scandaleux. Donc, en même temps, si l'Argentine euh, dans la macroéconomie prend certaines mesures parce que en ce moment les exportations sont presque fermées, les importations sont presque fermées, les exportations sont assez freinées parce que comme on a pas d'accès, c'est-à-dire tout est très entravé en ce moment. Si on libère certaines forces de l'économie dans un contexte mondial qui est favorable à l'Argentine, parce que nous on produit les choses dont le monde a besoin en ce moment, non? Parce que, par exemple, Fernandez, il se plaignait parce qu'il disait, oh, il y a eu la guerre d'Ukraine. Mais la guerre d'Ukraine, je suis désolée de le dire, mais la guerre d'Ukraine a bénéficié l'Argentine.
parce elle a fait augmenter le prix des commodities. On ne peut pas dire que la guerre d'Ukraine est un problème pour l'Argentine. C'est vraiment une excuse ridicule. Alors je crois que si en même temps, s'il arrive à faire une réforme de l'État progressive et en même temps, il libère les forces de l'économie, parce que l'Argentine, elle a un potentiel énorme, alors là, il pourrait contrecarrer. Parce que le problème, c'est que si on laisse dans la rue une quantité énorme de fonctionnaires qui en ce moment travaillent dans ces ministères inutiles, il faut qu'ils trouvent du travail dans le privé. Et ça, c'est pas évident. Alors je crois, il faut faire les deux choses en même temps. Et ça, c'est vraiment, c'est pas facile. Ça devrait être comme ça, mais c'est pas facile. J'espère qu'il, si jamais il arrive, il pourra le faire. Mais n'importe qui arrive devra le faire, parce que c'est insoutenable déjà avoir une telle comment dire, un État tellement gros et en même temps inefficace. Parce que... Excellent. Écoutez, Madame Claudia Pero, merci beaucoup pour cet éclairage très instructif. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes journaliste à Infobae. Infobae, oui. Au plaisir de vous reparler. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.